Alors, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. On va poser le cadre juridique, venir un peu sur le contexte de cette lutte anticorruption. Et je vais commencer avec vous, Isabelle Gégouzeau, pour rappeler un peu le cadre juridique. Pouvez-vous nous rappeler le contexte du cadre juridique sur la lutte anticorruption et qui a mené à la création de l'AFA notamment? Alors, l'AFA va bientôt fêter ses 10 ans l'année prochaine, et elle a été créée par une loi du 9 décembre 2016, qui est la loi Sapin 2, qu'on appelle régulièrement la loi Sapin 2. Alors, c'est une loi de protection, en fait. C'est une loi de protection des entreprises françaises. Elle a été prise dans un cadre où un certain nombre d'entreprises, on se souvient par exemple de l'affaire Alstom, et puis on avait l'affaire Airbus, qui faisaient l'objet de poursuites extraterritoriales, de poursuites aux États-Unis, et notamment dans l'affaire Alstom, on avait des risques importants, on a eu des risques importants même qui se sont concrétisés de déstabilisation de l'entreprise. Et donc pour protéger les entreprises françaises, le législateur en 2016 a créé l'Agence française anticorruption, dont la mission est d'aider. Et j'insiste sur le terme aider parce qu'il est extrêmement important. Les entités publiques et privées, nous avons une compétence dans le secteur public et dans le secteur économique, à prévenir et détecter les atteintes à la probité. Alors, on reviendra sur ce que sont les atteintes à la probité, mais en fait, la loi crée en fait un régime qui est à la fois un régime préventif et un régime curatif. Le régime préventif, notamment pour les entreprises, c'est aussi vrai pour les administrations dans un cadre un peu différent, mais pour les entreprises, les grandes entreprises, celles qui ont plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 500 salariés, ont l'obligation de mettre en place un dispositif anticorruption qui est décrit par la loi. Et ce dispositif va en fait les aider à prévenir et détecter les faits de corruption s'ils interviennent en leur sein, et aussi à se prémunir contre des poursuites, parce que si elles sont poursuivies, les entreprises pourront dire « j'ai fait tout ce qu'il faut ». Et puis, la loi a aussi un volet curatif. Elle importe en droit français un système qui est en fait un système américain, qui est le système de la possibilité pour les entreprises, uniquement pour les personnes morales, de transiger avec le parquet pour éviter la poursuite et éventuellement le procès et la condamnation. Avec la CJIP. Avec la CJIP, c'est ce qu'on appelle les conventions judiciaires d'intérêt public. Les entreprises vont de ce fait, éventuellement, si elles se mettent d'accord avec le procureur, payer une amende qui peut être très, très importante. Dans le cas d'Airbus, elle a été plus de 3 milliards d'euros. Et se soumettre à un programme de mise en conformité anticorruption pour éviter que les faits ne se répètent, qui est surveillé par l'Agence française anticorruption. Donc c'est un système qui existe aux États-Unis, qui n'existait pas en France, et du fait que la France l'a créé dans son ordre juridique, les entreprises vont pouvoir bénéficier de ce système, c'est-à-dire éviter le procès et la condamnation en France, et de ce fait, un certain nombre de poursuites qui avaient eu lieu aux États-Unis, c'était le cas d'Airbus qui avait commencé à être poursuivi aux États-Unis, a été poursuivi en France. Et donc tout est resté dans le cadre du droit français, ce qui est clairement un enjeu de souveraineté, et pour les entreprises aussi un enjeu de sécurité des affaires. Bien sûr. Donc l'idée, c'était de se mettre au niveau des standards internationaux. L'idée, c'était de se protéger, et ça a très bien fonctionné. Emmanuel, votre regard sur ce cadre juridique qui s'est construit depuis la loi Sapin 2? Je crois que le cadre juridique, il a commencé à se construire avant la loi Sapin 2, quand on parle de lutte contre la corruption, on commence par aller chercher le code pénal. La corruption est quand même une infraction pénale, et toutes les atteintes à la probité sont des infractions pénales. On a en France donc une série d'infractions dans le code pénal. On a la responsabilité pénale des personnes morales, ce qu'on ne connaît pas dans tous les pays du monde, ce qui est un sujet. Et on a ce nouveau référentiel anticorruption français avec l'adoption de la loi Sapin 2 qui est venu ajouter à tout ceci, et comme Madame la directrice vient le dire, apporter effectivement un cadre qui, je pense, était nécessaire aux entreprises, et qui a notamment permis l'arrivée dans le droit français de la Convention judiciaire d'intérêt public. Je trouve qu'aujourd'hui, le référentiel anticorruption français est
bien reçu, bien intégré par les entreprises qui, à mon sens, en tout cas, ce qu'on voit, nous, chez Bougart-Cheff, Moine Associés, c'est que les gens s'approprient ce référentiel anticorruption français. Et il est à ce point intégré que je dirais aujourd'hui que la France est vraiment en pointe dans la lutte contre la corruption au niveau mondial. Trois réflexions à ce sujet. La première, c'est que quand on évoque la Convention judiciaire d'intérêt public, on a conclu plus de conventions judiciaires d'intérêt public en France que de Deferred Prosecution Agreement au Royaume-Uni, alors que le UK Bribery Act est antérieur à la loi Sapin 2. Je pense qu'il faut le souligner. Le PNF a conclu 27 CGIP, dont une part importante en matière de corruption. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est 4,185 milliards de conventions judiciaires d'intérêt public, dont 2,7 milliards pour des faits de corruption, contre, au Royaume-Uni, 11 Deferred Prosecution Agreements sur la période 2018-2025, et moins de la moitié de sanctions financières prononcées. Donc ça veut dire que c'est un système qui marche bien chez nous. C'est un système qui marche bien et que tout le monde sait s'approprier. À l'inverse de cela, on a vu récemment aux États-Unis l'executive order du président Trump qui a suspendu le FCPA pendant 180 jours, puis le mémo de l'attorney général adjoint Blanche au mois de juin, qui a repris sous certaines conditions la poursuite des infractions de corruption, avec quand même un prisme extrêmement intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'on veut protéger les entreprises américaines d'une compétition internationale, et notamment dans les secteurs sensibles. Ce sont les orientations. Alors, ce n'est pas vraiment une réponse à ça, mais dernier point sur ce référentiel français, le PNF français, le SFO anglais et le procureur général suisse viennent de constituer au mois de mars dernier un groupe de lutte internationale de lutte contre la corruption. Ils travaillaient déjà ensemble les uns et les autres, mais je pense que ça montre où est aujourd'hui la France. Le PNF est clairement le lead sur le sujet. Alors Alexandre, Emmanuel a dit que ce cadre juridique que Isabelle Gégouzeau a présenté était bien intégré, bien accepté par les entreprises. Qu'en pensez-vous? Est-ce le cas par le groupe Total, par exemple? Sur la loi Sapin 2, je pense que si on regarde un tout petit peu en amont de son adoption, pour les entreprises, ça n'a pas été une surprise, en fait, d'arriver là. Je pense que c'était, dans un premier temps, une confirmation d'une évolution. Il y avait déjà eu des initiatives en matière de transparence de la vie publique, la création du parquet national financier. Et cette loi Sapin 2 est venue, et ça a été dit par Mme Gégouzeau et par Maître Moine, placer la France au niveau des plus hauts standards, je pense, internationaux en matière de lutte contre la corruption. Le deuxième élément pour les entreprises, ça a été en fait un élément pour nous, comme Total Energy, de conviction. Conviction que le déploiement dans l'entreprise de ces exigences doit être piloté, ou à tout le moins copiloté, par la direction juridique, la direction de la conformité, peu importe les organisations de chacun dans son entreprise, mais pour transcrire ce que sont les exigences pénales, avant tout, de cette loi, dans des process internes. Et c'est toute la difficulté que l'on a dans l'entreprise, d'arriver à créer cette synergie entre l'exigence juridique, la réalité opérationnelle, pour que les process que l'on va mettre en place soient exploitables ou facilement mettables en œuvre au quotidien par les opérationnels au sein de l'entreprise sur une base quotidienne. Donc ça oblige à un travail, je dirais, de coopération avec différentes directions qu'on peut avoir dans une compagnie, le contrôle interne, la direction financière, par exemple, les équipes en charge du business développement, pour trouver les solutions à chaque fois les plus appropriées et les processus les mieux adaptés. On va détailler tout ça dans notre deuxième partie. Place tout de suite au débat pour voir quels sont les enjeux pour les entreprises.